Qui n'a pas déjà fait un grand ménage à la Marie Kondo pour se débarrasser d'un maximum de choses? De toute façon, nos objets du quotidien sont rarement conçus pour traverser le temps. Résultat, nos meubles IKEA et nos vêtements en acrylique finissent à la poubelle au gré des modes ou des petits trous. Et si on se défaisait de cette habitude? Voici l'histoire de la courte pointière Marilyn Béarmand, qui a choisi d'avancer à contre-courant dans une industrie de la mode qui a dangereusement besoin de ralentir. Je m'appelle Marilyn Armand et je suis courte pointière moderne. Je dis moderne parce que je vais sortir du cadre classique, mais en utilisant les méthodes traditionnelles pour faire un design plus épuré, minimaliste. J'ai étudié en relations internationales, en sciences politiques. Après ça, j'ai travaillé durant ma maîtrise en administration. Puis là, de fil en aiguille, fil en aiguille. Excusez. Je me suis mise à faire de la gestion d'entreprise. Donc, tout ce qui était comptable, administratif, ressources humaines. Mais j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, joué avec le textile, comme j'ai grandi avec ma grand-mère. Puis, ma grand-mère était couturière de métier. Fait qu'avant d'être femme à la maison, elle faisait vraiment beaucoup de couture. Fait que quand moi, j'étais un petit peu hyperactive, puis elle était comme, bon, là, tu vas t'occuper, pas de problème, joue avec les boutons, fais de la couture, fais du tricot, ah ouais donc. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec les textiles. Quand, finalement, plus tard, j'étais un peu tannée, ma maîtrise, j'avais pas le goût d'être là-dedans, je savais pas si je voulais travailler en admin, tu sais, j'étais un peu comme perdue. Avec mon chum, on s'est dit, hey, on va partir en campagne. En campagne, j'ai renoué un peu avec mes textiles. Puis à un moment donné, j'étais allée au cercle des fermières parce que le tissage, ça m'intéressait beaucoup, puis j'étais pourrie. Puis c'est quand même compliqué, hein? Les métiers, la trame, tout ça, bon. Puis là-bas, j'ai vu qu'il y avait des tissus, puis j'ai dit « Ah, c'est-tu pour faire de la courte pointe? » Puis elle m'a dit « Ah oui, il y a une fermière qui donne des cours, tu pourrais l'appeler. » Puis là, il y a eu un gros girls crush, là, avec France. Marilyn, elle m'a été référée par une fermière parce qu'elle s'était abonnée au cercle de fermières de Cowansville. Donc, elle est venue ici, sur place, les soirs, comme ça, on se rencontrait. Elle a appris ses rudiments ici, mais les rudiments seulement parce que elle a appris énormément par elle-même. Elle est très autodidacte aussi, là. Après, elle a développé sa voix, sa vision, ses façons de travailler et son entreprise, évidemment. J'avais comme plein d'idées, j'avais plein de choses que je voulais faire, mais je suis pas bonne en dessin, je suis pas bonne en poterie ou, tu sais, j'avais pas un moyen de m'exprimer toutes les idées que j'avais dans ma tête. Mais là, en textile, je me sentais bien, puis là, la courte pointe, bien, ça te donne toutes les possibilités. On est vraiment à l'inverse dans nos styles. Elle est venue combler un créneau qui était un peu vacant dans la courte pointe plus jeune, plus moderne. Je suis très fière. Je suis très fière de Marilyn. Très, très fière. Ah oui. Dans la vie, j'achète pas beaucoup d'affaires. J'achète souvent des choses usagées ou récupérées. Chez nous, avec mon chum, tu sais, on va revaloriser des vieilles matières, tu sais, on va utiliser des matériaux récupérés pour construire la volière des poules. Ou on va récupérer le plus possible de ce qu'on va faire pousser dans notre jardin. On va faire des canages, on va faire, tu sais, des confitures, name it. Là, on entend les bernaches, c'est chill? Oui. OK. L'industrie du textile, c'est une industrie polluante, oui. C'est même la deuxième plus polluante au monde après le pétrole. C'est comme énorme. Fait que oui, moi, je veux absolument récupérer, puis je veux aussi conscientiser les gens à consommer moins. Fait que c'est un peu drôle parce que c'est comme... Je veux vivre de la courte pointe, je dois en vendre, mais je dois dire aux gens, achetez-en pas trop. Tu sais? Fait que, en termes de marketing, c'est pas super beau parce que je vais en vendre une. Mais en même temps, le but, c'est que ça dure longtemps puis que les gens puissent avoir une affection particulière à cet objet-là, tu sais.
Prenez le temps de l'aimer vraiment, de choisir vraiment ce que vous voulez, d'avoir un coup de cœur. Puis une fois que vous allez l'adopter, vous l'adoptez pour la vie, là. Fait que comme, prenez-le longtemps, tu sais. L'idée, c'est qu'il faut prendre, je pense, le temps de ralentir, de se poser la question, est-ce que j'en ai besoin? Puis est-ce que ça m'apporte du bonheur? Pour moi, la courte pointe, c'est, oui, un objet de confort et de réconfort parce que c'est doux, c'est chaud. Mais la courte pointe, ce qui est funky, c'est que pendant longtemps, c'était un don de soi. C'était un don de la femme, souvent. Puis c'était comme leur savoir-faire qui était donné à la maisonnée ou aux proches. Donc, pour moi, c'est de comme mettre une valeur sur le travail des femmes, puis dire, bien, ça vaut des sous, mais ça vaut aussi parce que c'est durable, parce que c'est une technique qui vaut la peine d'être gardée. Je pense vraiment que, au moins dans chaque famille, il devrait avoir une courte pointe parce que c'est un article qu'on passe de génération en génération. Et quand un enfant a été emmailloté dans une courte pointe bébé, qu'il l'a traîné sur le gazon pour jouer, pour se coucher, pour pique-niquer, et qu'il met ses propres enfants dessus et transmet cet objet-là à ses enfants parce que c'est résistant, donc on peut le transmettre et je trouve que c'est un bien qui est générationnel. C'est très important. Bien, c'est sûr que pour moi, le point visible, oui, ça part, tu sais, comme de nous, de la petite équipe, mais c'est sûr que conjointement, le but, c'est de changer les choses un petit pas à la fois, là, mais tu sais, tous les clients qu'on rencontre, mettons, dans les marchés ou qui viennent ici à l'atelier, tu sais, c'est vraiment comme une connexion humaine avec des gens qui véhiculent les mêmes valeurs que nous. Fait qu'on a des belles discussions, puis des fois, on apprend des choses de eux ou eux, ils apprennent de nous. Puis l'idée, c'est de partager pour essayer de, comme, lentement mais sûrement, changer notre mode de consommation. À Montréal, l'entrepreneur Inder Bedi travaille à l'intersection de la mode et du développement durable. Il propose des créations qui sont faites à partir de matériaux rejetés. My name is Inder Bedi. I'm from Montreal, and I like getting into things to find out exactly how they work and how we can change them for the better. I was born in the UK, but I did come to Montreal at a very young age. My parents were friends of either leaders or significant members of many different communities, one of them being the Hare Krishna movement. The priest there was a good friend of my father's. He would come to our house every now and then for dinner. And one Sunday when I was a teenager, as we were having dinner, he asked me to go vegetarian for 30 days. And I was a bit taken aback because even though my mom is Hindu and my dad is Sikh, we weren't really raised as strict vegetarians. We were raised to really choose your own path and do whatever feels comfortable. And I did ask him, I said, why myself? Why not anybody else? And he said, because it's going to change your life. I did the 30-day challenge, stuck to it. It's been 30 years, which eventually led into my exploring this even in university in terms of vegan fashion and how that could be interesting in the decades to come. This was back in the 1990s. My life has really been following my gut instinct. So I was actually looking into law school because that's really, I found it very interesting and where I wanted to go. Something told me to kind of explore this idea of this vegan company and see where it would go. When I decided that I would actually become an entrepreneur, nobody knew what a vegan was. It was quite unknown as a term. When you would talk about it, you would have to explain that it's a strict vegetarian and what does that mean? Is that diet? Is that clothing? So it was definitely a new concept at the time. So I left Matna in 2013. I felt that in terms of where the brand could have been taken, what I set out to do, again, that voice again kicked in saying that it's time to start something new, to take a break, to maybe step back.
stepping away gave me the opportunity to rediscover meditation, motorcycling. I did my carpentry course, which is something that I had just wanted to do on a personal level for a long time, and reconnect with my family and my partner as well. I do consider myself blessed that in my career I had that opportunity to just kind of stop, step back, and reevaluate everything that's going on. In terms of society and our consumption, our desire, our craving for, we're the only species that really wants to keep innovating, improving, going forward, and that leads to obviously a desire for consumption. I really do feel we're at a point now where we have to look at the way we're consuming and at the minimum have no impact on our planet. And in an ideal situation, we want to have a positive impact in the sense that we actually clean up the mess that we've made over X number of decades as a species and as a society. I started by rummaging through scrapyards in Quebec, looking for different materials that we could use in design. It's evolved in the sense that we're living in a very interesting time where the technology is out there to turn fishnets left in the ocean into fabric, which is incredible, to create leather out of plants. As the technology keeps evolving, to find more and more uses of materials that we've left over, the brand is evolving as well. We're always on the lookout for these new materials, innovative ways of creating from waste. In terms of our manufacturing process, we do everything locally in Montreal. We make everything in small batches. It's really a focus on slow fashion and minimalism. We start by seeing what materials we can use that come mainly from waste. We develop our patterns, our concepts, our products around these materials. For some items that's easier, such as a seatbelt, you just have to clean it and stitch it. For other items, pulling out fishnets from the ocean, there's obviously a process that has to go on to turn it into a yarn. But I want to really focus on reducing and reusing. So having a small line, creating products that last a very long time, a lifetime beyond maybe. So this whole notion of scrapyards, this post-apocalyptic scene where there's fluids and oils dripping and it just looks like machinery that's been left over, is very interesting to me. In terms of being symbolic, it's hard to find something that is really that apparent that we can access, that shows us what are the implications of creating things and then not using them anymore, especially on such a large scale as a scrapyard where you see thousands of vehicles. Our goal is always that when our customers get a product that they're going to keep it and hopefully pass it on. So for whatever reason it is, we actually take these goods back, we refurbish them, we make sure that they're in new condition once again, and then we resell them on our website at a discount. So again, the idea is to make sure that anything we create will never see a landfill. It'll always keep going on in a second life. Designers, entrepreneurs, we kind of struggle with this where you want everything to be perfect. You obsess over details. But in the grand scale of things, you know that things really come together the way they should. I do believe that anyways, that everything that's gonna happen is gonna happen. And if you want it to happen, it's not meant to be, it won't happen. And if you don't want it to happen, but it's meant to be, it's gonna happen anyways. And in order to innovate, we have to get out of status quo. We have to do things that haven't been done before. That's not always easy, but I think once you get comfortable with being uncomfortable and accepting that getting to the end goal will require certain hurdles, obstacles, it's all part of the process, and every time we have to start over, we learn. Acheter une fois, mais honorer son choix. Donner une deuxième vie à la désuétude, se demander ce qu'un tissu abîmé ou une ceinture d'auto peut devenir.
Et s'il fallait prendre plus de chemin de travers, fabriquer et consommer autrement, un manteau à la fois, pour que nos objets deviennent des leviers de changement, pour que l'achat d'une courte pointe devienne un legs aux générations futures, pour que notre mode de vie résonne enfin avec nos valeurs.